Je suis indépendant, je suis aussi dans le conseil d'administration d'une société qui est spécialisée dans la sécurité web qui s'appelle High-Tech Bridge. Il y aura un dernier slide à la fin de la présentation pour présenter un produit qui est un de nos produits phares qui sera utile par rapport à ce que je vais vous montrer. Et puis, me concernant, je suis spécialisé dans le domaine des réseaux sociaux, de la sécurité de l'information et de la gestion de la réputation. Et si vous voulez avoir plus d'informations me concernant, le web est là. Alors, pour commencer, il y a un article qui est sorti récemment qui dit qu'aujourd'hui, on doit considérer toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, comme de la donnée. Et que ces données, quelque part, nécessitent une protection particulière. Et quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, le fait de ne pas réussir à protéger ces données remet en compte son expertise, même si la protection de ces données n'est pas en rapport avec son domaine d'expertise. Donc c'est un peu le message qui se dégage de tout ça. Maintenant, pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la sécurité des données et la problématique des, on va dire, des périphériques qu'on utilise pour stocker ces données et travailler avec, tout est au niveau du code. Je sais pas, un truc comme El Capitaine, à peu près 100 millions de lignes de code. Je pense que Windows 10 doit être un petit peu dans ces eaux-là. Et dans ces lignes de code, il y a un certain nombre d'erreurs, c'est-à-dire de choses qui ont été manquées par le développement humain. Et ces vulnérabilités ne sont pas connues, bien sûr. Quand vous achetez quelque chose de neuf, c'est déjà rempli de failles de sécurité. C'est ça le principe de base, hein. Et les premières mises à jour que vous allez recevoir vont corriger des failles qui existent depuis l'origine. La deuxième mise à jour va aussi corriger des failles qui existent depuis l'origine. La troisième aussi, puis peut-être même des correctifs de failles qui ont été créés en corrigeant les autres. Ça, c'est aussi possible. Donc on a un cycle comme ça de la sécurité qui en fait corrige des éléments qui sont là dès le départ, mais qu'on découvre peu à peu. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir des attaques sur des gouvernements et autres qui utilisent ces failles qui ne sont pas connues, parce que des gens qui les découvrent les vendent sur des marchés gris, c'est des marchés parallèles de la faille de sécurité, où certaines failles peuvent se vendre plusieurs centaines de milliers de francs, sans problème. Et c'est aussi l'affaire de San Bernardino avec le FBI, où finalement, même si Apple n'a pas donné un accès au code, eh ben, il y a une société privée qui avait accès à des failles de sécurité qui ont permis au FBI de quand même rentrer sur le téléphone. Donc ça, c'est toute la problématique aujourd'hui de l'insécurité des produits avec lesquels on travaille, et insécurité de base dès qu'on les achète et dans la continuité de leur utilisation. Alors ensuite, il y a l'autre problématique, c'est celle de notre niveau de connaissance. C'est-à-dire le niveau de connaissance, ce qu'en anglais on appelle digital literacy. Et ce niveau de connaissance-là, c'est le niveau de base pour pouvoir travailler dans cet environnement dématérialisé aujourd'hui. Et ce niveau de base, il n'est pas forcément atteint à tous les niveaux par tout le monde. C'est-à-dire que pour pouvoir finalement fonctionner, il faut savoir sécuriser son ordinateur, ses périphériques mobiles et ses supports de données, ainsi que ses présences sociales et ses sites web. Comprendre les outils, donc les réseaux sociaux, autres services web, leur paramétrage et leur culture d'utilisation. Tous ces éléments sont la base pour pouvoir finalement exercer son activité, même si tout ça n'est pas directement en rapport avec l'activité qu'on exerce, de nouveau. Parce que toute perte de maîtrise de ces données, toute perte de contrôle d'une présence sociale peut avoir un impact en termes de réputation, et l'impact en termes de réputation peut avoir un impact sur l'exercice de son métier, c'est-à-dire qu'on peut perdre son travail par rapport à un problème de réputation de quelque chose qui est arrivé dans la vie privée, et puis il peut avoir un impact sur l'entreprise, parce que chaque personne est constitutive aujourd'hui de la réputation de l'entreprise, chaque personne a des périphériques mobiles, il y a des données privées et professionnelles qui cohabitent sur ces périphériques, et chaque élément peut trouver une résonance dans sa propagation à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Maintenant, cette réputation, aujourd'hui, elle se constitue de manière interactive entre ce qu'on fait dans le monde physique qui peut être porté sur Internet et ce qu'on fait sur Internet qui peut être porté dans le monde physique. Il y a des interactions constantes et finalement, tout ça nous constitue en tant que personne, en tant que marque personnelle, et tout ça nous constitue aussi au niveau de la réputation d'une entreprise. Et il y a des passerelles qui se créent entre la personne, l'entreprise, entre la vie professionnelle et la vie privée, et qui se lient de manière extrêmement forte. Alors, maintenant, parlons un petit peu justement dans cette connaissance, ce niveau de conscience de l'utilisation de ces technologies. Qu'est-ce qui ne joue pas parfois et qu'est-ce qu'on peut voir apparaître? Donc tout ce que je vous montre, c'est des exemples qui sont pris en observant un peu ce qui se passe, auxquels j'ai pu être confronté d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Alors, il y a déjà ceux qui pensent que certaines technologies ont une certaine sécurité. Voilà, ce qui est sur Snapchat est censé rester sur Snapchat. Alors, il y a des fois où c'est diffusé à l'extérieur de Snapchat. Alors, dans ce cas-là, c'est pas trop grave, on n'a pas forcément les noms, bon, on a flouté les visages, ça va mieux. Et puis, il y a des fois où on a vraiment les noms, avec tout ce qu'il faut derrière, et une vidéo qui n'est pas forcément voilà, quelque chose de valorisant. Tout ça, de nouveau, peut avoir un impact sur la réputation de quelqu'un, et suivant la position de la personne dans l'entreprise où elle est, suivant la manière dont l'information va se propager et la manière dont elle va devenir publique, ça peut affecter aussi quelqu'un professionnellement. Et puis, il y a aussi des gens qui, quelque part, se trompent en utilisant ces technologies. Là, on a quelqu'un qui a envoyé ça à son patron. Donc, pas très bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'était pas suite à une postulation, mais elle voulait l'envoyer à son copain, elle l'envoyait à son patron. On aurait pu avoir l'inverse aussi. Pourquoi il envoie son nombril? Ouais. Je sais pas pourquoi elle lui a envoyé un carré rouge. Hein. C'est un peu ça. Mais bon. Alors, il y a ce genre de choses. Et puis, il y a aussi les gens qui s'expriment. On a tous, le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils font appel à nos émotions et qu'on a de la peine à travailler sur la distance avec nos émotions. Et cette personne-là, elle a mis une photo d'elle, donc je suis pas ami avec elle, ça passe dans mes flux d'actualité des amis. Et puis, quelqu'un qui lui dit « t'es bonne ». Alors bon, elle apprécie pas trop le compliment, et elle répond d'une certaine manière, si tu sais pas complimenter quelqu'un, ferme ta gueule, personne ne t'oblige, maintenant on va te faire sodomiser, merci d'avance, imbécile. Alors, j'espère pas qu'elle est sales dans un service commercial ou qu'elle a la réception d'une entreprise, mais toujours est-il que ça, c'est pas pénal, et ça, c'est pénal, article 177 du Code pénal pour injure. Donc avec une capture d'écran, aujourd'hui, on peut se faire condamner, et de nouveau, en termes de réputation, avec une capture d'écran, si c'est diffusé, ah ben j'ai vu la fille qui s'est exprimée sur Facebook, elle est comme ça quand elle est sur Facebook, elle est comme ça quand elle est dans son entreprise, etc., etc. Vous voyez tout ce que ça peut amener derrière en termes de répercussions. Et puis il y a Periscope. Donc certaines entreprises vont quelque part, quand je dis mettre un point d'honneur, un doigt d'honneur, ouais, c'est pas juste expression. Alors j'essaie pas de faire les anges de Periscope, c'est pas un peu le but, mais voilà, c'était un peu l'illustration de certaines entreprises qui vont finalement vouloir utiliser la technologie pour montrer qu'elles les utilisent, mais qui ne pensent pas qu'il faut créer du sens en utilisant la technologie, que ce n'est pas le fait de simplement montrer qu'on utilise Periscope qui crée une valeur. Et dans ce cas-là, on avait une entreprise qui voulait montrer qu'elle l'utilisait, puis c'était la fin de journée, puis chacun des collègues devait dire quelque chose, puis je pense qu'il y en a qui ne savaient pas trop quoi dire, qui étaient plutôt dans l'expression gestuelle. Mais voilà. Donc là aussi, il faut faire attention, parce que là, l'image de l'entreprise, ça la dessert. C'est pas forcément à cette entreprise-là que je vais demander ma stratégie social média. Donc, et il y a les gens qui s'expriment en pensant que les propos n'ont pas forcément une durée. Dès qu'on s'exprime, les propos disparaissent. Et puis là, on est dans un train, wagon-restaurant, et quelqu'un dit quelque chose, et il y a juste un journaliste derrière. Heureusement que c'est un journaliste, parce qu'il a la déontologie de ne pas mentionner la personne. Mais dans certains autres cas, ça aurait pu être un peu plus grave. Et de nouveau, en termes de réputation, en termes des fois d'informations sensibles vis-à-vis des entreprises, ça peut porter préjudice. Donc il faut vraiment avoir cette conscience-là, premièrement, de cet environnement et de la manière dont cet environnement nous, quelque part, construit numériquement et nous reproduit numériquement d'une certaine manière. Et puis maintenant, alors parlons un petit peu, passons en revue quelques éléments. Il y a déjà les données qu'on perd et puis qui ne sont pas pour autant perdues. C'est-à-dire que, par exemple, alors juste pour la régie, il n'y a pas besoin de mettre le son pour cette slide qui va suivre. Par exemple, on a quelqu'un qui a perdu une carte mémoire avec 300 photos. Alors elle a perdu des données. Et puis il y a quelqu'un dans la rue qui a trouvé une carte mémoire avec 300 photos. Donc lui, il a retrouvé des données. Et puis simplement, celui qui les a retrouvées, il a décidé de publier une partie de ces données dans un clip vidéo sur YouTube. Et on voit dans ce clip, finalement, les gens n'ont pas choisi d'y être. Hein. Le gars a choisi ses photos. Il avait une très bonne intention derrière, c'était de retrouver la fille qui avait perdu la carte. Elle a retrouvé sa carte au final, mais les gens ne peuvent plus sortir du clip. Et puis là, on a plutôt une success story, c'est-à-dire que les données auraient pu être des données plutôt sensibles ou plutôt négatives. Ça peut arriver. Donc on voit quelqu'un perd des données, quelqu'un les retrouve et décide de publier une partie des données qu'il a retrouvées sur Internet. C'est ça le principe. Et puis quand on regarde dans les moteurs de recherche qu'on met le nom de cette fille, ben on voit qu'elle va, à 3 ans après, encore traîner ce fardeau de cette perte de carte et elle va l'avoir encore assez longtemps. Et puis il y a aussi les données que vous pensiez avoir effacées. Alors c'est un peu pervers ça. C'est-à-dire que
C'est un peu comme l'adresse de votre domicile dans l'annuaire téléphonique. Si vous enlevez l'adresse de votre domicile de l'annuaire téléphonique, on ouvre l'annuaire, on ne vous trouve plus, mais vous habitez toujours physiquement au même endroit. C'est la même chose pour un fichier informatique. On enlève juste l'adresse de l'emplacement du fichier pour l'ordinateur ou autre. Et donc, quand on demande où est le fichier, il dit qu'il n'y a plus rien. Alors, pour voir un peu ça, je suis allé acheter des cartes d'occasion dans un cache converteur, et puis j'ai utilisé un logiciel de récupération de données. Alors, on voit que pour une carte de 8 gigas, j'ai à peu près 22 000 fichiers qui sont récupérés. Alors, tout n'est pas utilisable, je vous rassure. Il n'y a que 4 000 photos que je peux voir allègrement. Il n'y a que 1000 MP3 auxquels je peux accéder, quelques vidéos, etc. Maintenant, est-ce que c'est grave? Ah ben, disons que... Alors, ce que... Vous m'excuserez, comme c'était quand même assez significatif, le floutage, bref. Les parties intimes d'un gars, voilà. Maintenant, est-ce que c'est grave? On n'a pas forcément son nom. Mais qu'est-ce que les gars aiment bien prendre en photo? À part ça. Leur copine? Non. Leur voiture. Donc, on a la voiture, puis on a la plaque d'immatriculation. Bon, puis comme le gars aime bien se lâcher avec ses photos, ben on a aussi une épreuve qu'il a fait avec la note et puis le nom, au cas où c'était pas suffisant. Donc vous voyez que finalement, toutes ces données arrivent en ligne, de nouveau, parce qu'il y a toujours des gens, des malins qui vont se dire « Ah, regardez ce que j'ai trouvé », et puis qui vont essayer de le montrer à plein d'autres personnes. Et donc là, problème de réputation, problème pour l'entreprise, problème peut-être de continuer à travailler dans le même endroit, ça va générer énormément de choses. Et puis, il y a les photocopieurs. Là aussi, les photocopieurs ont des disques durs, ont de la mémoire. Les printers ont de la mémoire. Donc, il faut aussi penser, quand on est dans une entreprise, comment est-ce qu'on gère cette mémoire-là, comment on gère les traces de ce qu'on a photocopié. Parce que si on a des données de clients, si on a des données juridiques, ça peut être problématique. Si on a des données concurrentielles ou qui sont intéressantes au niveau concurrentiel, ça peut être problématique. Et puis, il y a encore les données qu'on ne voit pas et qui sont pour autant bien là, c'est-à-dire les métadonnées. Alors, c'est quoi les métadonnées? C'est par exemple, j'ai recadré ce document depuis un document qui était beaucoup plus important, en me disant que je ne voulais pas envoyer le reste du document et je voulais envoyer que cette partie-là. Maintenant, si j'analyse ce qu'il y a à l'intérieur de cette partie-là, avec par exemple Acrobat Professionnel, il y a une fonction vérifier le texte masqué, et puis j'appuie sur texte masqué pour voir ce qu'il y a là-dedans, en fait dans celui-là, et ben je vais retrouver tout ça. Tout ce que j'avais enlevé, en fait, a été encapsulé à l'intérieur, sans que je le voie, de cette partie-là. Donc si j'envoie ça, boum, un peu embêtant. Pardon? C'est la miniature, ça, c'est ça, du document? Non, ça c'est une page complète. J'ai extrait cette partie-là, qui est celle-là, et puis en fait, cette partie complète est quand même dans celle-là. Et quand vous avez des documents Word, Office, LibreOffice, OpenOffice ou n'importe quoi, vous avez des métadatas qui sont à l'intérieur. Si vous faites des versions, vous envoyez la version avec le document. Donc faites attention à ces données intégrées, elles peuvent des fois avoir une valeur juridique aussi. Alors, il y a aussi des données auxquelles on ne peut plus accéder. Ça, c'est un autre problème. Alors, ces données auxquelles on ne peut plus accéder, c'est celles qui sont verrouillées par un logiciel de rançon. Donc ces logiciels de rançon, ils vont infecter votre machine et ils vont chiffrer tous les documents. Et vous devez payer un montant pour pouvoir déverrouiller vos documents. Alors, comme les gars, ils sont un peu smart, et puis ils se disent, il y en a qui ont fait des sauvegardes, et puis qui ont voulu jouer les malins, eh ben, ils ont ajouté une petite fonctionnalité en 2016. C'est celle de dire, si vous ne payez pas, ben, ils vont publier une partie des documents qu'ils ont verrouillés en ligne avec votre nom. Photos, vidéos, des choses comme ça. Juste pour, comme élément de teasing, un petit peu marketing. Donc, c'est assez incitatif, hein, suivant ce qu'on a sur son ordinateur. Et puis, il y a le fait que, justement, aujourd'hui, dans cette culture digitale, voilà ce qu'il faudrait pouvoir faire. Donc, je vous laisse réfléchir si vous arrivez à le faire ou pas. J'ai reçu un mail de moi-même, l'autre jour, avec un... Peut-être que je me lève la nuit, je ne sais pas, mais avec un document attaché. Alors, je vérifie bien sûr, mon antivirus ne dit rien. Ah. Je sauvegarde le document sur mon disque dur, je fais clic droit, antivirus, machin, aucun problème. Je teste avec un deuxième anti-malware, machin, aucun problème. Je teste avec un troisième, je ne suis pas parano, mais j'en ai 3 quand même sur mon ordinateur. Et j'en ai un troisième, pas de problème non plus. OK. Alors, après tout ça, je me dis, bon, j'ai quand même vérifié d'où vient cet email. Et puis, je vais dans les entêtes de l'email et je vois que l'email a été expédié d'une adresse IP ici, et donc je peux prendre cette adresse IP pour voir quelle est l'origine de l'expéditeur. Ah, il est en Inde. Donc, je ne me suis pas levé la nuit pour aller en Inde et revenir directement. C'était pas possible. Donc, déjà là, c'est un autre indice qu'il y a vraiment un problème.
Alors je me dis, je vais encore le tester avec d'autres antivirus que je n'ai pas sur mon ordinateur. Je vais chez Virus Total, je le soumets à 56 antivirus. Pas de problème. Est-ce que pour autant il n'y a pas de problème? Ben non, c'est qu'il y a vraiment un problème en fait. Mais simplement, les antivirus ne le savent pas encore parce que la base de données n'a pas encore été mise à jour. Alors j'attends 14 heures, je refais le test avec le même fichier, le même système, et là, on a déjà 22 qui me disent « Ouh là, n'ouvre surtout pas ça », en gros. Parce que là, voilà, c'est un ransomware. Si j'ouvre ça, il va aller chercher le produit malicieux sur le site indien et il va le télécharger sur ma machine et il va infecter tous mes fichiers, mon serveur, etc. Donc maintenant, on a un problème informatique, mais ce problème informatique, il a un impact au niveau économique. C'est-à-dire, si je ne peux plus accéder à mes fichiers, je ne peux plus offrir mes prestations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans des cas concrets? On a cet hôpital du côté de Los Angeles qui était victime d'un ransomware. Qu'est-ce que ça veut dire pour un hôpital d'être victime d'un ransomware? Ça veut dire que l'attaque a duré plusieurs jours, l'ensemble des dossiers fichiers des médecins ou des infirmières du centre hospitalier étaient inaccessibles, les soignants n'avaient plus accès aux fiches d'admission ni aux dossiers médicaux des patients, des équipements électroniques, donc des salles d'opération, tout ça ont été bloqués, le centre hospitalier a dû transférer 900 patients vers d'autres centres, et le personnel de l'hôpital a dû reprendre des notes avec des fax, des papiers, des crayons, bref, un peu tout ça. Et vous imaginez toutes les conséquences derrière, après surtout aux États-Unis au niveau juridique. Donc l'hôpital n'a pas failli dans l'exercice de son expertise, c'est-à-dire de traiter des patients, mais le fait que son informatique était bloquée l'a empêché de, quelque part, traiter correctement ses patients pendant un moment. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème indirect impacte directement sur l'exercice de l'activité. Alors maintenant, il y a les outils que vous utilisez, type Drupal, Typo3, Joomla, etc. Donc tous ces CMS, comment est-ce que vous les gérez? Parce qu'on a parlé de référencement, on a parlé de plein de choses, de visibilité finalement des contenus, mais il ne faut pas oublier que tous ces outils qui affichent quelque chose reposent sur quelque chose. Il y a un système d'exploitation interne qui est le code sur lequel ces CMS reposent. Alors, il y a déjà le fait qu'on peut avoir des templates qui ont des petites vulnérabilités, et que quand il y a des petites vulnérabilités, il y a des gens qui vont en profiter pour injecter des trucs pas trop sympas à l'intérieur. Et si je cherche un hôtel, je cherche pas un hôtel en fait, je tombe sur un hôtel en cherchant Viagra, weight loss, etc. Et je vous rassure, c'était uniquement pour cette présentation, c'est pas mes recherches habituelles. Voilà. Suite aux photos, ouais. Donc voilà. Et si je vais là, sur le site de l'hôtel, ben on a tout ça qui est embarqué dans les templates, en fait, dans le code, et qui draine du trafic pour faire du micro-paiement sur ces plateformes, etc. Donc, c'est pas forcément positif pour le site en question. Et puis, on n'a pas que des sites d'hôtels, on a la paroisse aussi, avec acheter du Viagra, voilà. Bon, c'est pour la reproduction, la famille et tout ça, mais on a aussi Viagra et travail missionnaire. Donc, missionnaire et Viagra ensemble, il y a une certaine relation, hein, je pense aux mots-clés. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est un peu chaud après. Et voilà, bon, il y a ça. Et puis, il y a ça aussi qui est un peu plus sérieux, c'est les Panama Papers. 2 plugins pas à jour. Vous avez vu l'ampleur des Panama Papers. 2 CMS pas à jour. Tout ça pour des plugins, même pas les noyaux en plus. Hein. Donc, ça vous montre comment le fait de ne pas avoir un truc à jour peut toucher l'activité économique, non seulement d'une entreprise, mais par rebond de milliers d'acteurs dans le domaine économique, financier, etc., ou des gens qui n'étaient pas dans le domaine financier, qui n'étaient pas concernés en rien par ce manque de mise à jour, mais qui ont été impactés par la conséquence de l'utilisation de la vulnérabilité. Maintenant, il y a aussi vos mots de passe. Et puis, il y a des sites auxquels vous confiez vos mots de passe. Donc, on voit qu'il y a des sites qui ne sont pas toujours à jour. Et puis, il y a des sites qui ne protègent pas vos mots de passe. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir de l'extérieur. Et quand ils ne protègent pas vos mots de passe, dans ce cas-là, ils se sont fait pirater. Les pirates ont pris la liste des mots de passe, ils ont enlevé les numéros de carte de crédit, puis comme ils sont sympas, ils ont redistribué la liste dans un forum. Qu'est-ce que font les gens quand ils accèdent à une liste de mots de passe? Eh bien, ils testent les mots de passe. Qu'est-ce qu'ils font quand ils réussissent à rentrer sur les comptes email et les comptes de médias sociaux? Eh bien, ils s'amusent à défigurer le compte. Les gens, vous n'êtes pas ciblés. Ce n'est pas une question que quelqu'un vous en veut ou pas. Les gens font ça de manière un peu inconsciente parce qu'ils peuvent le faire. Il ne faut pas chercher du côté rationnel, c'est irrationnel, c'est comme ça. Donc, dans ce cas-là, ben, oui, double authentification, tout ça, c'est important. Alors, il y a aussi, ben, oui, le cloud, c'est pas forcément sécurisé. Hein, vous avez vu quand même qu'il y a eu un certain nombre de failles, et les célébrités ont rendu public la faille, mais la faille est exploitée depuis un certain temps déjà. Et puis, il y a, voilà, c'est sorti hier, hein, voilà, changez votre mot de passe sur LinkedIn, pour un certain nombre de personnes en tout cas,
parce que des données qui ont été volées en 2012, je crois, finalement, LinkedIn disait qu'il y avait juste quelques millions, puis il semble qu'il y avait beaucoup plus, et puis que maintenant, elles ont été en vente sur le marché gris. Donc, panique à bord, et puis changez vos mots de passe à nouveau, parce qu'elles sont protégées, mais pas suffisamment, semble-t-il. Alors, puis il y a aussi ceux qui n'osent pas vous demander votre mot de passe. Alors, par exemple, il y a des gens qui vont essayer de l'obtenir d'une certaine manière. Là, je vais avoir besoin du son pour la slide qui va venir. Vous êtes jaloux, vous Oui. C'est vrai? Ah ouais? Très jaloux. Mais je le suis de moins en moins. J'ai appris à me calmer. Mais un jour, j'ai même fait... t'as pas de j'étais meuf. amoureux d'une collègue de bureau. Et j'avais installé une webcam au-dessus de mon ordinateur pour avoir vu sur son clavier. Non. Donc quand elle rentre du déjeuner et qu'elle tape son mot de passe pour aller dans ses mails, pour voir son mot de passe. Après, j'ai décrypté image par image pour voir les chiffres. Non. Et je suis rentré dans son Non, mais c'est NCIS, Non, le mais c'est gars. bien, les gars. Alors, les gens ne réagissent pas, mais c'est juste totalement aberrant. Et c'est pénal. Mais ce que je vais vous démontrer, c'est que vous voyez, il y a quelqu'un qui tout d'un coup s'arroge le droit de fracturer le domicile de quelqu'un d'autre, numériquement parlant. C'est-à-dire, il va rentrer dans l'espace privé de cette personne par, simplement parce qu'il a envie et qu'il ne tient pas du tout en compte l'autre personne, ni son droit à se préserver, etc. Et donc ça, c'est simplement des comportements, on va dire, basiques, qui peuvent arriver aujourd'hui à cause de ce que permettent de faire les technologies. Ça montre de nouveau pourquoi il faut avoir une double authentification déjà sur ses comptes. Et puis, il y a des comportements un peu comme ça inconscients, puis il y a des comportements conscients qui sont de la même manière, parce qu'il y a ceux qui délèguent le boulot. Hein. Si on prend l'affaire Giroud, on a quand même quelqu'un qui, semble-t-il, a voulu engager des cybermercenaires pour aller rentrer sur les ordinateurs de journalistes pour savoir qui c'est qu'il avait balancé par rapport à ses problèmes fiscaux et autres. Donc il y a aussi cette problématique aujourd'hui. C'est-à-dire on est aussi soumis à des gens qui vont avoir les moyens de payer d'autres personnes pour venir chercher des informations chez vous sans avoir à physiquement rentrer dans vos bureaux. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Alors, il y a aussi les matérialistes. Alors les matérialistes, c'est ceux qui, quelque part, saisissent l'opportunité. Là, on a un ordinateur. Ici. On avait un ordinateur. Donc là aussi, il faut bien comprendre que le mot de passe sur votre laptop, que ce soit un Mac ou un Windows, ça ne protège pas les données. Ça protège la session, l'ouverture de la session. Et donc l'ouverture de la session, c'est pas grand-chose. Si je retire le disque dur et je le branche sur un connecteur USB, j'ai accès à tous vos données. Donc le chiffrement, c'est la règle aujourd'hui pour tout périphérique avec lesquels on se déplace, pour limiter le risque à la perte matérielle et non au risque réputationnel. Parce que de plus en plus de gens exploitent les données aujourd'hui. Par exemple, ça c'est arrivé il y a 2-3 jours, et comme vous le voyez, donc Jack s'est fait fracturer sa voiture et violer tous nos outils. Bon, c'est un lapsus révélateur, mais de travail, on n'a rien de temps. Ordi, tablette, disque dur, carte bancaire, argent, papier, chéquier. Le plus dur reste mon sac de travail avec mon mémoire. Je n'ai plus rien, ni en version numérique, papier, ni les sauvegardes. Tout a été volé. En gros, par rapport à ce qui a été donné là, il y a une valeur d'à peu près 20 000 francs. Hein, en temps de travail, en valeur, on va dire, numérique, des données qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit en se disant, est-ce que je laisse 20 000 francs sur le siège de la voiture ou pas? Est-ce que je laisse une montre de valeur sur le siège de la voiture ou pas? Vous voyez, c'est juste, alors c'est pas du tout une critique contre la personne, hein, parce qu'on va dire on est tous dans ce cas-là, dans le sens où d'avoir cette réflexion, de se dire, ok, c'est un ordinateur, mais à l'intérieur, il y a vraiment cette valeur-là. C'est aujourd'hui un objet, il ne faut pas s'en séparer, il ne faut pas le laisser dans une voiture, il faut le prendre avec soi, et il faut chiffrer les données. Et bien sûr, il faut avoir des sauvegardes des données qu'on a chiffrées aussi. Mais ça vous montre la réalité d'un cas et le côté, comment dire, la manière dont on peut l'exprimer au niveau économique. Et puis, il y a ceux qui sont plus casaniers, c'est-à-dire ils ne vont pas s'intéresser à votre voiture, ils vont s'intéresser à votre maison. Alors, quand ils s'intéressent à votre maison, ils volent non seulement les ordinateurs, puis ils cherchent, des fois, ils volent aussi là où il y a des données. Et dans ce cas-là, on avait un couple qui avait des données sur un DVD. Alors, le voleur a pris le DVD, puis il a menacé de publier le DVD sur Internet si le couple ne payait pas. Donc, DVD avec les, on va dire, relations intimes du couple. Et dans ce cas-là, bon, heureusement, le voleur s'est fait arrêter quand il a voulu récupérer l'argent du chantage, mais ça vous montre la problématique aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un appartement, on a des valeurs mobilières, physiques, et puis on a des valeurs numériques, et on a des valeurs qui sont, dans ce cas-là, le couple n'a pas fait d'erreur, il n'a pas eu un mauvais comportement, il n'a pas eu un dérapage numérique,
mais quand même, il était exposé par rapport aux données qui étaient présentes dans son domicile. Et puis, il y a ceux qui usurpent votre identité. Alors là, ben, c'est une de mes photos de profil, mais ce n'est pas mon profil. Et à l'époque, quand on me cherchait dans Facebook à ce niveau-là, ben, on me trouvait 8 fois. Alors, le problème, c'est que si on s'adresse à cette personne-là, moi, je ne vais pas être au courant, et peut-être que le clone en question va l'envoyer péter la personne à qui il s'adresse, et c'est ma réputation qui va être ternie. Vous voyez, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent être dramatiques par rapport au fait qu'on usurpe votre identité, parce que votre identité, elle sera toujours forte pour ceux qui vous connaissent, même si, quelque part, c'est quelqu'un d'autre qui est derrière votre profil. Et puis, il y a ceux qui usurpent l'identité de vos pages. Là, on a Hooters, par exemple, qui tout d'un coup, sur sa page Facebook, a eu cette photo qui a été publiée, qui a été prise comme finalement une justification du viol. Donc Hooters n'est pas forcément l'entreprise qui est considérée la plus égalitaire entre l'homme et la femme, et elle est considérée plutôt comme un peu machiste et un peu dans la discrimination des genres par rapport finalement à son mode d'embauche. Et donc Hooters dit, ben voilà, on s'est fait pirater la page, etc. Et le problème, c'est que quand on mettait Hooters dans Google après, on avait tout de suite l'information, même si on ne la cherchait pas. Donc, c'est-à-dire, là aussi, l'approbation de connexion sur les pages Facebook, elles sont gérées par des comptes personnels, c'est extrêmement important. Il y a ceux qui en veulent à votre corps aussi. Alors là, voilà, on a ces chantages à la webcam, on croit qu'il y a une fille, en fait, c'est un film. Et puis là, je vous montre qui est derrière vraiment l'ordinateur. Parce que le gars a décidé d'apparaître quand je lui ai demandé, finalement. Eh ben non, on n'a pas une fille, on a un gars. Et puis lui, il m'a montré un moment, il a tourné la webcam, et puis il m'a montré qu'il y avait 50 personnes qui faisaient la même chose dans la salle. Et j'ai traité un certain nombre de cas, je peux vous dire que c'est vraiment une réalité. Les gens ont des moments de fragilité, ils ne font pas gaffe et ils se font avoir. Et ça finit comme ça. C'est-à-dire, c'est publié sur le net avec ce masturbe en cam, donc nom-prénom, et puis devant une fille de 9 ans. Donc c'est un peu lourd hein, psychologiquement. Et quand quelqu'un dans une entreprise, les collègues de quelqu'un dans une entreprise reçoivent cette information-là, vous voyez, c'est un peu problématique. De nouveau, vous voyez le lien entre le privé et le professionnel. Et pourquoi il faut maîtriser ces différents points pour pas que l'un affecte l'autre, et vice-versa. Et puis, il y a ceux qui vous tirent en plein cœur. Dans ce cas-là, on a une PME qui était victime d'une arnaque au président, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle du social engineering, obtenir l'information, comment leur mode de paiement s'effectue, puis il y a quelqu'un qui a réussi à leur faire des versements. Et ils ont fait pour 1,6 milliard de versements frauduleux, quelque part, qu'ils n'auraient pas dû faire, donc ils ont perdu 1,6 milliard d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en septembre 2015, ils sont victimes de cette attaque, et en janvier 2016, en 31 mars 2016, la liquidation a été prononcée. 44 personnes ont perdu leur travail, c'est 44 familles qui ont été victimes de ça. C'est vous montrer de nouveau, c'est pas que du numérique, ça a eu un impact sur les vies des gens. Et là, on a 44 personnes qui ont été impactées par ce problème-là. Et puis, il y a ceux qui vous dévoilent, parce que, voilà, vous avez une question secrète qui n'est pas si secrète pour protéger vos comptes. Quand on vous demande le nom de votre chien, ce n'est pas une question secrète, ça. Hein. Il n'y a aucun ami qui va dire non, non, je ne peux pas te donner le nom de son chien, parce que sinon je dois te tuer après. Non. Donc, faites attention avec ça, parce que là, ben, la personne a chopé le compte de cette personne, il a trouvé des photos de elle et de son copain. Il a accédé au compte Facebook, il a publié tout ça de manière publique. Puis quand on lui demande comment il a fait ça, il dit oh, « j'ai juste trouvé la question de la sécurité et je viens de pirater 15 comptes de cette manière. » De nous, les gens, ils le font juste parce qu'ils peuvent le faire. Et puis il y a ceux qui mordent à l'hameçon, voilà, donc avec le phishing, faites attention avec ça, surtout avec les téléphones mobiles aujourd'hui. J'ai eu pas mal de cas aussi où les gens ont perdu l'accès à leur Google Doc, perdu l'accès au compte Gmail, perdu l'accès au service Google. Si vous avez du hardware, si vous avez d'autres services Google, vous perdez l'accès à tous vos services. Donc là aussi, activez la double authentification chez Google, on peut le faire, faites-le. Ça vous permet de gagner un temps par rapport à une attaque comme celle-là. Des fois, les attaques sont très bien faites, elles ne sont pas aussi lourdes que celle-là. Mais si là, on clique depuis le téléphone, ben, on ne voit pas le lien qui est le lien en Hollande de je ne sais pas trop quoi, qui est le faux lien de la page. Donc vraiment attention à tout ça. Et pour finir, c'est simplement pour vous dire qu'il y a tous ces gens qui mettent directement votre activité en danger en utilisant des démarches sans rapport direct avec votre activité. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a cette prévention, parce que si on veut continuer à exercer son activité correctement par rapport à son domaine d'expertise, il faut prendre toutes ces démarches un peu corrélaires qui sont indispensables par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve, parce qu'une fois que la réputation est entachée, c'est des fois très difficile à rétablir, malgré ce qu'on peut croire. On ne peut pas garantir qu'on remet les choses à niveau après un accident numérique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc,